Il a fallu un peu plus de 4 minutes à cet avion pour perdre le contrôle et tomber de près de 38 000 pieds. C'est à peu près le même temps qu'il faut pour griller une tranche de pain. Quels étaient les détails cruciaux qui ont causé cet accident? Restez à l'écoute. L'équipage qui allait opérer le vol 447 d'Air France est arrivé à Rio de Janeiro en provenance de Paris le 28 mai 2009. Ils étaient prévus pour une escale de 3 jours à Rio avant le vol retour vers Paris. Nous en savons peu sur leur escale, mais nous savons que le premier officier, futur pilote du vol, avait emmené sa femme avec lui pour le voyage. Compte tenu de cela, il est peu probable qu'au moins lui ait passé toute la journée précédant le vol à se reposer et il y avait des indications que cela pourrait également s'appliquer aux autres pilotes. Le vol 447 devait décoller de Rio à 20 heures. L'événement aurait lieu à 23 heures, heure de Paris, impliquant que l'équipage travaillerait toute la nuit pour le retour avec une arrivée prévue vers midi le 1er juin à Paris. Cela impliquerait que les pilotes travaillant pendant toute la fenêtre circadienne, une période nocturne où il est particulièrement difficile pour le corps et l'esprit humain de rester alerte. En raison de cela et du fait que le vol était prévu pour durer 12 heures et 45 minutes, l'équipage de vol avait été augmenté avec un pilote supplémentaire pour permettre un repos programmé pendant le vol de retour. Cela signifiait qu'il y avait 3 pilotes qui allaient voler ensemble, un capitaine et 2 premiers officiers. Le capitaine, âgé de 58 ans, avait une expérience de vol de 11 000 heures, dont 1 700 en tant que commandant de bord sur l'Airbus A330. Le premier officier, âgé de 32 ans, il était le moins expérimenté de l'équipage avec 3 000 heures de vol au total, dont 800 sur ce type d'appareil. Il avait obtenu sa qualification de type sur l'Airbus A330 et A340 en 2008, un an avant le vol. Le troisième pilote, que je vais désigner dans cette vidéo comme le pilote de secours, était un copilote de 37 ans. Il avait un temps total de 6 500 heures, mais il était en réalité le plus expérimenté sur le type avec 4 500 heures de vol dessus. Il avait très peu volé durant les 3 mois précédant le vol car il travaillait également comme pilote de direction chez Air France. Avant le vol, les pilotes ont examiné la documentation, notamment la météo, les plans de vol et les NOTAM. Le temps était clair pour le départ et à Paris, mais la météo en route semblait un peu plus compliquée. Comme le vol traverserait l'équateur, il traverserait également une zone au-dessus de l'Atlantique connue sous le nom de zone de convergence intertropicale ou la zone de convergence intertropicale. Dans cette zone, les alizés de l'est de l'hémisphère nord et sud convergent et peuvent forcer l'air humide de la surface de la mer à monter. Cela peut provoquer de puissants orages qui peuvent atteindre jusqu'à 60 000 pieds, ce qui est beaucoup plus haut que la plupart des avions peuvent voler. Cela signifie également que les avions qui doivent traverser cette zone pourraient être contraints de voler entre et parfois même à travers une partie de ces nuages orageux. Les orages qui se forment au-dessus de l'eau, dans la zone de convergence intertropicale, peuvent parfois contenir moins d'eau que les orages qui se forment sur Terre, ce qui les rend plus difficiles à voir sur le radar météorologique de l'avion. Donc les pilotes doivent être très prudents lorsqu'ils naviguent autour d'eux, car ils pourraient toujours être assez sévères. Les pilotes ont sûrement discuté du risque de rencontrer ce type d'orage et ont pris du carburant supplémentaire pour pouvoir les contourner si besoin. Les pilotes ont prévenu les 9 membres d'équipage de cabine des risques de turbulence et de l'impact sur leur service. Avant de quitter la discussion sur la zone de convergence intertropicale, nous devons parler un peu des types de précipitations qui peuvent être trouvées à l'intérieur de ces types d'orages. La plupart des gens connaissent les fortes pluies et parfois la grêle qui sortent généralement de ces nuages, mais lorsque vous regardez plus haut à travers les nuages, les choses peuvent devenir un peu plus compliquées. En raison des courants très forts à l'intérieur du nuage, les gouttelettes d'eau peuvent être forcées vers le haut dans de l'air très froid et devenir surfondues. Cela signifie qu'elles sont toujours sous forme d'eau, mais dès qu'elles touchent une sorte de surface, elles gèlent instantanément et créent de la glace transparente. Quand des gouttelettes surfondues entrent en collision avec des flocons, un type de cristaux de glace doux peut se former. Bien que moins durs que la grêle, ces cristaux sont assez grands pour être entendus lorsqu'ils frappent l'avion si vous volez à travers.
Ce type de précipitation ne crée pas le type de givrage d'aéronefs lourds que fait la pluie super froide, mais il a un volume significatif et peut rapidement obstruer et submerger les capteurs et sondes de l'avion, en particulier les sondes pitot, que j'expliquerai plus tard. Plus de 9 occurrences différentes de ce type d'obstruction se produisant sur les vols Air France avaient été signalées pendant 2008 et 2009 et ces rapports, ainsi que comment reconnaître et traiter les problèmes, avaient été publiés dans des bulletins de sécurité distribués à tous les pilotes d'Air France pendant l'année précédant le vol accidenté. L'avion que les pilotes allaient piloter était un Airbus A330-203 relativement neuf. Il avait été livré à Air France en 2005 et était en état de marche presque parfait le soir du départ. Avant d'atteindre l'avion, les pilotes ont commandé 70,4 tonnes de carburant et avec leur équipage, ils ont commencé à préparer l'appareil pour le départ. Il sera maintenant impossible d'expliquer ce qui s'est passé sur ce vol sans également expliquer quelques détails sur cet Airbus, mais aussi un peu sur le vol en général. Les pilotes ont besoin d'un moyen de mesurer avec précision la quantité d'air qui s'écoule sur les ailes, car c'est ce qui détermine vraiment les performances de l'avion. Pour ce faire, ils utilisent un type de sonde connu sous le nom de tube de pitot ou une sonde pitot. Ces sondes sont souvent situées à l'avant de l'avion, sous le cockpit, et elles ressemblent un peu à des canons de fusil. Elles ont un trou à l'avant où l'air entre, et la pression totale est ensuite mesurée à l'intérieur du tube. Les vitres de l'Airbus A330 sont chauffées électriquement de manière automatique. Mais pour mesurer avec précision la vitesse de l'air, la pression statique doit également être mesurée afin qu'elle puisse être déduite de la pression totale des sondes de pitot. Cette pression statique est mesurée à partir d'un autre dispositif, appelé un port statique. Et cette pression statique est ensuite utilisée à la fois pour calculer la vitesse de l'air et, de manière cruciale, aussi l'altitude de l'avion. Ces différentes pressions sont ensuite envoyées aux ordinateurs de l'avion, appelés modules de données aériennes ou acquisition des données de mission. Les acquisitions des données de mission calculeront la vitesse réelle correcte, mais une autre chose qui deviendra énormément importante dans cette histoire, c'est que la pression statique provenant du port statique doit être corrigée en fonction de la vitesse à laquelle l'avion vole. C'est parce que l'air s'écoule sur les surfaces de l'avion entourant le port statique et créera donc des différences de pression localisées en fonction de la vitesse. Ces corrections sont effectuées automatiquement par les ordinateurs acquisition des données de mission et parce que la vitesse et l'altitude sont des valeurs critiques, il y a 3 ensembles indépendants de sondes et d'ordinateurs installés sur l'avion. Maintenant, à cause des problèmes que Air France et d'autres opérateurs avaient signalés concernant les cristaux de glace qui obstruaient les sondes pitot, Airbus avait commencé à examiner le problème. Un nouveau type de sonde pitot s'est avéré plus efficace pour prévenir ces problèmes et un bulletin de maintenance a été émis suggérant une mise à niveau vers ces nouvelles sondes. Air France avait commencé à moderniser son premier Airbus A330 environ 1 mois avant le départ du vol 447 et l'avion accidenté était en fait prévu pour avoir ses sondes changées à son arrivée à Paris après le vol. Mais pourquoi le changement de ces sondes préapprouvées n'était-il qu'une action suggérée? Pourquoi n'était-ce pas obligatoire? Eh bien, c'est parce que la perte temporaire de vitesse due à ce problème était à la fois très rare, elle ne durait au maximum que quelques minutes et il y avait une procédure définie que les pilotes étaient censés suivre au cas où cela se produirait. Chez Air France, cette procédure était connue sous le nom de IAS douteuse, mais je la mentionnerai dans cette histoire comme vitesse aérienne non fiable. Parce que ce problème avait été signalé plusieurs fois, il avait été inclus dans le scénario de formation récurrent pour tous les équipages d'Air France pendant 2008 et 2009. La formation incluait des exercices de vitesse aérienne non fiables, mais seulement à basse altitude. C'est parce que cela était considéré comme plus critique pour la sécurité en raison de la proximité du terrain, mais les performances de l'avion étaient également bien meilleures qu'elles ne le seraient en haute altitude. La vitesse aérienne non fiable peut être très difficile à diagnostiquer, car la panne semblera différente selon ce qui l'a causée et sa gravité. Lors des exercices pratiqués par les équipages d'Air France, le pilote automatique ne s'est pas déconnecté et aucun avertissement sonore n'a retenti dans le cockpit au moment de la panne. La procédure de vitesse aérienne non fiable comprenait l'utilisation d'éléments de mémoire, des éléments critiques pour la sécurité qui devaient être réalisés immédiatement de mémoire par les pilotes. Mais leur utilisation était facultative en fonction de la situation et cela avait été interprété comme nécessaire uniquement si l'avion était proche du sol.
Il est également important pour cette histoire que aucun des pilotes du vol 447 n'avait reçu de formation récente sur comment gérer une approche de décrochage et de récupération, surtout en haute altitude. Leur dernière formation au décrochage a été effectuée lors de leur qualification de type sur l'Airbus A320 qu'ils avaient tous effectué des années auparavant, et cette formation initiale qu'ils avaient effectuée était entièrement réalisée à basse altitude, où l'accent était mis sur l'utilisation de la poussée pour récupérer l'avion et le sortir du décrochage en atteignant un minimum de perte d'altitude. La réduction de l'angle de tangage était une action secondaire. Maintenant, cette idée que les moteurs auront assez de puissance pour sortir un avion d'un angle d'attaque extrêmement élevé va également devenir très importante. Une fois que les 216 passagers ont terminé l'embarquement et que l'équipage était prêt, les pilotes ont demandé le repoussage et ont commencé à s'éloigner de leur porte à 22h09 temps universel, coordonné seulement 9 minutes en retard sur l'horaire prévu. Le premier officier était le pilote en vol et tous les 3 pilotes étaient présents dans le cockpit pendant qu'il roulait. À 22h29, l'avion a commencé à rouler sur la piste à Rio de Janeiro et a effectué un décollage tout à fait normal. Ils ont grimpé le long de leur route de départ claire, qui les a conduits à travers un parcours nord-est en suivant la côte du Brésil. Après avoir dépassé 20 000 pieds en montée, le copilote a quitté le cockpit pour sa période de repos d'environ 3 heures. Il est retourné dans le compartiment de repos de l'équipage qui se composait de 2 lits superposés juste derrière le cockpit et nous ne savons pas exactement quand il a quitté le cockpit car les enregistrements vocaux du cockpit à partir de l'enregistreur de voix du cockpit ne commencent qu'après minuit, heure-temps universel coordonné. Dans tous les cas, les 2 pilotes restants ont été autorisés à monter à leur altitude de croisière initiale de 35 000 pieds. Et une fois qu'ils étaient en croisière, ils parlaient au contrôleur de Brasilia Région d'information de vol. Et ensuite, ils ont basculé vers le contrôle de Recife. Et c'est le contrôle de Recife qui allait être le dernier à avoir un contact radar avec le vol, car dans cette zone de contrôle, ils volaient encore principalement sur la Terre, mais une fois qu'ils ont passé dans le prochain région d'information de vol Atlantico, ils se seraient éloignés de la couverture radar et auraient plutôt suivi les procédures de séparation du trafic océanique. Désormais, survoler les océans requiert une formation et un équipement spécifique pour les avions. Comme la courbure de la Terre rend impossible la communication radio très haute fréquence, les avions sont équipés de quelque chose appelé radio HF. Ces radios utilisent des couches dans l'ionosphère pour rebondir les signaux et peuvent donc atteindre des distances beaucoup plus grandes. Lorsque l'avion a passé le point Area Navigation Intel, les pilotes se sont enregistrés auprès du contrôle Atlantico sur l'une des 2 fréquences HF fournies. Les pilotes ont ensuite essayé de se connecter à un nouveau système qui était testé à l'époque, dans la zone appelée surveillance dépendante automatique contrat C. Ce système utiliserait des rapports automatiques envoyés par l'avion lui-même via satellite pour mettre à jour la position de l'avion auprès du contrôle de la circulation aérienne, montrant ainsi où il se trouvait, même s'il n'avait pas de couverture radar. Une autre chose intéressante que ce nouveau système pouvait faire était qu'il enverrait immédiatement un rapport si un avion déviait du cours ou de l'altitude qui lui avait été assigné. Mais malheureusement, en raison d'une erreur de formatage dans le plan de vol qui avait été déposé, les pilotes n'ont pas pu se connecter à ce nouveau système et donc, dès que l'avion a quitté la couverture radar conventionnelle, il ne serait plus possible de le suivre avec précision, ce qui aurait des conséquences graves. L'Airbus A330 est un avion à commande de vol électrique, ce qui signifie que les commandes que les pilotes effectuent sur leurs manches à balai et leur gouvernail seront interprétées électroniquement par un ordinateur, puis envoyées aux actionneurs de commandes de vol hydraulique pour exécution. Ce type de commande présente de nombreux avantages. Par exemple, cela rend l'avion nettement plus léger, mais surtout, cela permet à l'avion de surveiller certains paramètres de sécurité et de s'assurer que ces paramètres ne sont pas dépassés. Des paramètres tels que les angles de roulis et de tangage excessifs sont surveillés, ainsi que la sauvegarde des vitesses maximales et minimales, et une multitude d'autres paramètres également. Maintenant, les détracteurs du système disent que cela permet à l'avion d'avoir le dernier mot sur les pilotes, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Seules les manœuvres vraiment extrêmes et finalement dangereuses sont bloquées par le système, mais le système de commande de vol électrique nécessite que les pilotes qui les utilisent comprennent vraiment comment ils fonctionnent et quand ces protections fonctionnent réellement et ne fonctionnent pas. C'est particulièrement vrai pour tous les avions, surtout ici. Et pourquoi est-ce ce cas? Eh bien, pour que ces protections fonctionnent
correctement, les ordinateurs qui les surveillent doivent être absolument sûrs qu'ils utilisent les bons paramètres pour commencer. Si ce n'est pas le cas, les ordinateurs se retireront et supprimeront ces protections simplement parce que les ordinateurs ne sont pas vraiment sûrs de ce qui se passe. Ces ordinateurs reçoivent leurs entrées de beaucoup de sources différentes, comme les sondes pitot, les ports statiques, les unités de référence inertielles, les girouettes d'angle d'attaque, et ainsi de suite. Ils combinent toutes ces données en 3 unités de référence de données aériennes pour former ensemble le système de référence inertiel de données aériennes. Tant que 2 des 3 anémomètres détecteurs de radar sont d'accord entre eux, les ordinateurs de contrôle de l'avion sont satisfaits et il peut continuer à fonctionner en mode normal. Le mode de fonctionnement normal implique que toutes les protections sont actives, rendant l'avion pratiquement impossible à décrocher ou à déséquilibrer. Mais si 2 anémomètres détecteurs de radar ou plus commencent à envoyer des informations étranges, quelque chose vont rapidement se produire. Tout d'abord, ces incohérences pourraient affecter le système de vol automatique, comme l'autopilote qui contrôle l'avion, l'automanette qui régit les moteurs, et les directeurs de vol qui montrent aux pilotes comment voler. C'est assez logique si vous y pensez. L'avion n'essaiera pas de naviguer ou de contrôler l'avion s'il n'est pas sûr de ce qui se passe. Il laissera les pilotes le comprendre. Et en suivant cette même logique, les ordinateurs de contrôle de l'avion passeront de la loi normale à la loi alternative 1 ou la loi alternative 2 selon la gravité des problèmes. La différence entre la loi normale et la loi alternative 2, qui deviendra bientôt pertinente dans ce vol, est que les protections que l'avion a normalement concernant l'angle d'attaque maximum ou la protection contre le décrochage ne seront plus disponibles. Cela sera indiqué par la suppression des indicateurs d'alerte comme le poteau du barbier sur l'affichage de vol principal, ainsi que des croix jaunes où les limitations seraient normalement indiquées. L'autre différence est que le contrôle du roulis de l'avion change. En loi normale et en loi alternative 1, les entrées de roulis sur le manche latéral commanderont un taux de roulis spécifique de l'avion. Si le pilote entre un taux de roulis spécifique à maintenir, l'avion le fournira et les perturbations dues aux rafales seront compensées. Il sera très stable et aisé à utiliser. Mais dans la loi alternative 2, le manche latéral donnera des commandes directes aux ailerons et aux spoilers plutôt que de commander un taux de roulis spécifique. Cela signifie aucune protection de banque ou contrôle de stabilité. Cela rendra aussi l'avion plus sensible aux roulis, particulièrement à haute altitude où l'amortissement aérodynamique est moindre à cause de l'air raréfié. Une autre distinction clé entre un avion classique et un Airbus à commande de vol électrique réside dans le système de réglage de tangage. Si vous pilotez manuellement dans un avion conventionnel, le manche contrôle directement les commandes de vol et le réglage doit être effectué délibérément par les pilotes. Dans un Airbus, l'entrée du manche latéral demandera aux ordinateurs de contrôle un taux de roulis spécifique à l'horizontale et un tangage ou une charge G à la verticale. Lorsque le pilote définit un tangage spécifique, les élévateurs initieront le tangage et le stabilisateur horizontal massif se déplacera alors automatiquement pour continuer à maintenir ce tangage sans aucune intervention du pilote. Cela signifie également qu'il n'y a pas de grand retour tactile du manche. Si l'avion entre dans une position de trim étrange en raison d'une faible vitesse, comme ce serait le cas sur un autre appareil tel que le Boeing 737 que je pilote. En loi normale, ce n'est pas un problème car l'avion protège également l'avion de s'approcher d'un angle d'attaque suffisamment élevé pour le faire décrocher, mais ce n'est pas le cas en loi alternative. Maintenant, ces différences sont vraiment importantes pour tout pilote à connaître, mais encore plus cruciales, ils doivent les comprendre et ils doivent être capables de récupérer ces connaissances lorsque les choses commencent à mal tourner. Alors que le vol 447 poursuivait sa route, ils ont reçu un message de leur compagnie les informant d'une activité orageuse signalée plus loin. Le premier officier a changé l'échelle de son affichage de navigation et a commencé à décrire certaines formations visibles devant eux. Les pilotes ont ensuite commencé à discuter des moyens d'éviter éventuellement les turbulences que ces nuages apporteraient et le premier officier a indiqué qu'il était assez inquiet des nuages orageux qu'il voyait maintenant se rapprocher. À 0h, 1.46, le premier officier a diminué les lumières du cockpit afin de mieux voir à l'extérieur et a confirmé que l'avion entrait maintenant dans une couche de nuages. Il faisait nuit noire dehors avec la lune située derrière eux et une légère turbulence a commencé à secouer l'avion. L'équipage a discuté de la possibilité de monter plus haut car il semblait qu'ils effleuraient juste le sommet des nuages au niveau de vol 350. Mais quand le premier officier a vérifié l'altitude maximale permise,
Elle était de FL 370. Ils ont convenu qu'il valait mieux ne pas rester à l'altitude maximale si la turbulence empirait. C'est le bon moment de discuter d'un autre sujet qui deviendra crucial sous peu. Plus un avion monte en altitude, plus l'air extérieur s'amincit. Et à cause de cela, en fonction du poids de l'avion, ainsi que de la température extérieure et de certains autres facteurs, l'avion sera limité pour continuer à monter car les moteurs ne seront tout simplement pas capables de produire suffisamment de poussée excédentaire pour le faire. Cela signifie également que les moteurs n'ont pas beaucoup de poussée excédentaire pour faire face à toute situation non normale là-haut, et à cause de cela, nous, les pilotes, devons être très prudents et assez conservateurs dans la manière dont l'avion est piloté. La seule façon pour un avion de monter plus haut que son altitude maximale indiquée serait d'échanger de l'énergie cinétique, leur vitesse, contre de l'énergie potentielle, l'altitude. Cependant, cela augmenterait significativement l'angle d'attaque. À des altitudes plus élevées, l'angle d'attaque critique, c'est-à-dire l'angle où l'avion décrochera s'il est dépassé, est également moindre en raison des effets aérodynamiques liés au vol à une vitesse proche de celle du son. En résumé, l'avion décrochera plus rapidement et aura une poussée réduite à haute altitude. Il sera aussi plus réactif et complexe à piloter manuellement dû à la réduction d'air offrant un amortissement aérodynamique. Après que l'avion a pénétré dans les nuages, le capitaine a commencé à commenter l'apparition du feu de Saint-Elme. C'est un signe certain d'une charge électrique en construction près d'un avion, une indication supplémentaire qu'il se rapprochait des nuages orageux. À ce moment-là, le capitaine a activé la sonnette d'appel dans la couchette de l'équipage derrière le cockpit via un bouton du panneau de plafond. C'était le signal pour le copilote de retourner dans le cockpit, remplacer le capitaine afin qu'il puisse aller se reposer dans la couchette. Le pilote de secours a frappé sur le mur du cockpit en réponse pour montrer qu'il avait entendu la sonnette. Les procédures d'Air France de l'époque indiquaient que le premier officier à droite, le pilote en vol, assumerait le rôle de commandant lorsque le capitaine partait se reposer, sauf autre arrangement convenu. Et dans ce cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Et lorsque le pilote de secours est arrivé dans le cockpit à 1h59, le capitaine a quitté son siège et a écouté le briefing que le premier officier a donné au pilote de secours. Ce briefing comprenait la turbulence anticipée dans laquelle il volait actuellement en nuage et qu'il ne pouvait pas monter plus haut pour le moment. Le capitaine n'a pas donné d'instructions précises aux deux premiers officiers sur la gestion des orages à venir. Au lieu de cela, il a quitté le cockpit pour se reposer. Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons de son manque d'instructions claires. Comme mentionné, les trois pilotes connaissaient bien ce temps et cet itinéraire pour l'avoir emprunté à maintes reprises. Il est donc probable qu'il ait trouvé les deux premiers officiers plus que capables de gérer cela. Après le départ du capitaine, selon les procédures d'Air France, le pilote de secours expérimenté devenait le pilote surveillant à gauche et le premier officier restait pilote volant et commandant de bord effectif. Les deux pilotes ont discuté de la météo à venir et le copilote a mentionné la zone de convergence intertropicale. Mais à ce stade, il n'y avait aucune discussion sur la possibilité d'éviter les cellules en changeant de cap. Le premier officier a demandé au copilote s'il avait pu dormir. Celui-ci a répondu qu'il s'était juste assoupi brièvement. Le copilote a alors demandé au premier officier s'il allait bien. Cette discussion pourrait être interprétée comme les deux pilotes se sentant peut-être un peu fatigués à ce stade. Le capitaine avait également fait des remarques similaires plus tôt. Le pilote de secours a également laissé son siège de pilote en position arrière et ne l'a pas avancé en position de pilotage lorsqu'il s'est assis. Cela lui aurait probablement donné une position plus détendue, où il aurait pu mettre ses pieds en l'air, mais ce ne serait pas idéal s'il avait soudainement besoin de piloter l'avion, ce qu'il aurait bientôt à faire. À l'heure 020605, le premier officier a contacté l'équipage de cabine pour les informer qu'ils allaient probablement rencontrer une légère turbulence bientôt et pour leur dire de faire attention. Cela faisait maintenant environ 4 minutes que le capitaine avait quitté le cockpit et dans 4 autres minutes, la séquence d'urgence commencerait. Le copilote examine attentivement son affichage de navigation et ajuste le gain de son radar météo au maximum. Cela a rendu le radar météorologique plus sensible et a mis en évidence la météo devant eux. Il a ensuite demandé au premier officier s'il voulait peut-être aller un peu à gauche, indiquant un certain malaise face à ce qu'il voyait devant eux. Le premier officier a interrogé le pilote sur sa demande, puis lui a montré le retour sur l'écran et a redemandé s'il pouvait tourner à gauche. Le premier officier a accepté et a tourné le cap d'environ 12 degrés vers la gauche.
C'était une correction assez petite compte tenu de la quantité de temps qu'ils avaient devant eux, mais cela signifiait qu'ils quittaient maintenant leur itinéraire de vol, et ils n'ont pas essayé de signaler ce changement au contrôle de la circulation aérienne. À 02, 08 et 17 secondes, l'enregistreur de voix du cockpit a détecté un changement dans le bruit de fond du cockpit. Le bruit évoquait de la pluie martelant le cockpit. En même temps, le premier officier a remarqué que la température augmentait et il a demandé si le pilote de secours avait fait quelque chose avec la climatisation. Il a ensuite demandé quelle était cette odeur. Le copilote a identifié l'odeur d'ozone et a rassuré son collègue en lui expliquant sa nature. Ses commentaires et les précipitations entendues à l'extérieur indiquaient le type de phénomène météorologique dans lequel volait l'avion. Le changement de température et d'humidité ressenti dans le cockpit était probablement un autre signe de grande quantité d'eau ou de glace aspirée soudainement dans les moteurs, submergeant partiellement le système de climatisation. 20 secondes après, le bruit de fond s'intensifia, devenant un cliquetis de cristaux de glace heurtant le cockpit. La turbulence s'est intensifiée et le premier officier a réduit la vitesse commandée de Mach 0.82 à 0.8, qui était la vitesse de pénétration de la turbulence. L'automanette a alors réduit la poussée à 84% N1. Jusqu'à ce moment, l'avion avait fonctionné à la perfection et les deux pilotes, détendus, se contentaient de surveiller le pilote automatique. Nous ne savons pas avec certitude ce qui l'a causé, mais il est très probable que les cristaux de glace qui martelaient maintenant l'avion à l'extérieur ont commencé à submerger les éléments chauffants des sondes pitot qui fournissaient des informations cruciales aux 3 modules de données aériennes. À 02, 1005, le pilote automatique et l'automanette se sont brusquement déconnectés, déclenchant l'alarme de décrochage dans le cockpit. Au même moment, une forte rafale de vent a fait virer brusquement l'avion à droite. Le premier officier a crié « J'ai les commandes » et a saisi son manche à balai. Maintenant, cette apparition soudaine d'alerte et le comportement de l'avion auraient probablement provoqué une grande surprise chez les deux pilotes, et la confusion se serait installée presque immédiatement. Mais à ce stade, l'avion volait encore raisonnablement à plat, avec seulement ce virage à droite qui se développait. Alors que l'avion continuait à virer à droite, la vitesse indiquée sur l'affichage de vol principal du capitaine, ainsi que sur l'indicateur de secours, a soudainement chuté de 275 nœuds à 60 nœuds, une indication manifestement erronée. Nous ne savons pas exactement ce qu'indiquaient les instruments du premier officier, car non enregistrés, mais ils ont probablement aussi chuté d'un montant similaire. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur la façon dont le système d'altimètre a compensé la pression pour des nombres de Mach plus élevés? Eh bien, parce que la vitesse était maintenant indiquée comme beaucoup plus basse, le système d'altimètre a recalculé son altitude et a soudainement montré une chute de 300 pieds ainsi qu'une vitesse verticale négative. Le premier officier, qui avait été soudainement contraint de piloter manuellement l'avion, a maintenant réagi instinctivement en donnant de l'aileron gauche et en montant pour corriger son altitude. C'était le début de la séquence d'événements qui allait finalement condamner ce vol. Comme les 3 anémomètres détecteurs de radar montraient maintenant des données non fiables, l'avion est passé en loi alternative, ce qui signifie que les protections d'angle d'attaque ont été perdues, ainsi que les protections de survitesse et de banque. Maintenant, comme je l'ai mentionné auparavant, le contrôle de roulis est également devenu environ 2 fois plus sensible, ce qui signifie que le premier officier a dû vraiment se concentrer pour arrêter l'avion de virer et revenir à un vol stable. Il a commencé à surcorriger et les mouvements qu'il a effectués avec les manches latéraux ont commencé à provoquer plus d'oscillations allant de droite à gauche puis à nouveau en arrière. Il est fort probable que le premier officier se soit concentré sur cette partie de la manœuvre, mais rappelez-vous qu'il avait aussi entamé la montée. Cette inclinaison augmentait maintenant, conduisant à un taux de montée très élevé. Presque instantanément, alors que le pilote automatique se déconnectait et que diverses alertes commençaient, une brève alerte de décrochage a été entendue dans le cockpit. Quand l'alerte a sonné, le copilote a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Probablement à cause de la rapidité de l'alerte, mais cela pourrait également indiquer une confusion quant à sa signification. Les directeurs de vol n'ont pas été déconnectés de l'équipage, comme la procédure pour la vitesse de l'air non fiable leur a demandé de le faire, mais les barres de commande ont disparu de toute façon en raison du manque de données fiables. 11 secondes après le début, le tangage atteignait 11 degrés vers le haut et le premier officier effectuait des entrées de manche maximales à gauche et à droite, surcorrigeant constamment. Il a également maintenant appelé « Nous n'avons pas un bon affichage », se référant probablement à l'absence d'informations sur la vitesse.
Le pilote de secours, qui était censé gérer les avertissements du moniteur électronique centralisé d'aéronefs et la checklist non normale, a crié « Nous avons perdu les vitesses et la loi de protection de loi alternative ». Il a ensuite continué à lire les messages du moniteur électronique centralisé d'aéronefs, mais d'une manière difficile à comprendre et très précipitée. Ici, il aurait été absolument crucial de souligner clairement que l'avion était en loi alternative, ce qui signifie qu'il se comporterait différemment et que certaines protections étaient perdues. Il a mentionné que l'autotrust était perdu et le premier officier a répondu en demandant « levier de moteur ?» montrant une confusion sur les propos du copilote. L'automanette s'était déconnectée lors de la panne, passant la poussée en mode verrouillage du moteur, conservant sa valeur précédente de 84%. Le moniteur électronique centralisé d'aéronefs a demandé à l'équipage de bouger manuellement le levier de poussée pour reprendre le contrôle, mais le premier officier a appuyé sur le bouton de déconnexion de l'automanette, laissant le levier dans la butée de montée. En conséquence, la poussée a augmenté pour passer en poussée de montée. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent s'est passé dans les 18 premières secondes de cette urgence. 10 différents messages du moniteur électronique centralisé d'aéronefs sont apparus, chacun d'eux provoquant une sonnerie dans le cockpit. En plus de cela, le voyant d'alerte principal et le voyant de prudence principal étaient allumés devant les pilotes, ainsi qu'une sonnerie constante en dos, indiquant que l'avion avait quitté son altitude autorisée. Cela aurait été un environnement très déroutant et stressant pour les pilotes. Et le fait que la vitesse aérienne non fiable n'était pas indiquée sur le moniteur électronique centralisé d'aéronefs, c'était quelque chose que les pilotes devaient comprendre par eux-mêmes. Et tout, c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas commencé à exécuter cette procédure à ce moment-là. À l'heure 0, 2.10 et 26 secondes, l'attitude de montée de l'avion avait atteint 12 degrés nez en l'air. L'avion montait maintenant à un rythme effrayant de 6900 pieds par minute, soit plus de 7 fois plus élevé que le taux normal lorsqu'il a dépassé 36 000 pieds. Maintenir un taux aussi élevé signifiait que l'avion échangeait maintenant rapidement de la vitesse contre de l'altitude. Soudainement, les barres du directeur de vol sont réapparues devant le premier officier, mais au lieu d'être engagées dans les modes de maintien d'altitude où elles étaient auparavant, elles sont maintenant engagées en mode de vitesse verticale puisqu'elles se sont activées au milieu d'une montée. Les directeurs de vol montrèrent désormais aux pilotes l'inclinaison requise pour conserver leur montée de 6000 pieds par minute. Cela n'aurait certainement pas été utile dans cette situation où le premier officier était probablement de plus en plus submergé par le bruit et la charge de travail. Et c'est précisément pour cette raison que les éléments de mémoire de vitesse aérienne non fiables comprenaient la désactivation des directeurs de vol. Le pilote de secours a maintenant détourné son regard de l'affichage du moniteur électronique centralisé d'aéronefs qu'il avait de toute façon arrêté de lire et a atteint pour activer l'antigivre de l'aile, et c'est à ce moment-là qu'il a remarqué le haut pitch que l'avion maintenait. Il a crié de surveiller la vitesse, probablement la vitesse verticale, car l'indication de vitesse était toujours absente. Le premier officier a répondu « Ok, je redescends » et a commencé à piquer du nez, mais pas assez. Cela n'a réduit que le taux de montée, mais l'avion a continué à monter. Le pilote de secours a continué à crier qu'il devait se stabiliser, redescendre, et selon tous les trois, « Tu montes, alors redescends à quoi ?» Le premier officier a répondu « D'accord, le tangage a maintenant momentanément réduit à environ 10 degrés de tangage, ce qui donnait toujours un taux de montée d'environ 4000 pieds par minute. » Ils ont maintenant grimpé au-delà de leur altitude maximale, calculée de 37 000 pieds et parfois de 0 à 10 et 36 secondes. Les directeurs de vol ont de nouveau disparu, mais la vitesse aérienne est revenue sur le côté gauche, indiquant la vitesse correcte de 223 nœuds. À ce stade, l'avion avait perdu environ 50 nœuds de pression de vitesse aérienne, et la vitesse continuait de baisser. Les directeurs de vol ont de nouveau clignoté pendant environ 1 seconde, ont disparu, puis sont revenus, ordonnant une montée d'environ 1400 pieds par minute, ce que l'avion faisait à ce moment-là. À 0, 2.10 et 47 secondes, le premier officier a inexplicablement réduit la poussée à environ 85% et 1. Et c'est probablement un signe de sa perte croissante de conscience de la situation et de désorientation. Le pilote de secours a appuyé sur le bouton d'appel pour essayer de ramener le capitaine dans le cockpit à nouveau. Il l'a pressé plusieurs fois en demandant « Où est-il » Il a également tendu la main et a changé le sélecteur de données aériennes et le sélecteur d'attitude de cap pour le premier officier sur 3. Ce sont des interrupteurs conçus pour changer l'entrée de données des affichages, absents des listes de contrôle.
Il a probablement changé ceux-ci dans une tentative de restaurer l'instrument qu'il pensait manquer pour le premier officier. 3 secondes après, l'alarme de décrochage a retenti dans le cockpit pendant 45 secondes d'affilée. Le fait que cette alerte sonnait maintenant en continu n'a été verbalisé ou même discuté par aucun des pilotes. Lieu de cela, le premier officier a réagi en tirant en arrière sur les commandes, augmentant l'attitude de tangage à 16 degrés nez en l'air, similaire à ce que vous auriez au décollage. Cette commande de montée signifiait également que le stabilisateur à l'arrière de l'avion a commencé à se déplacer dans la position maximale du nez vers le haut, rendant une éventuelle récupération encore plus difficile. L'avion n'avait plus suffisamment d'énergie pour maintenir le taux de montée requis. Au lieu de cela, il a commencé à se stabiliser lentement, oscillant d'un côté à l'autre, ce que le premier officier a désespérément essayé de contrer avec le manche latéral. Il s'approchait rapidement d'un décrochage totalement développé. Maintenant, un décrochage se produit lorsque l'aile de l'avion a dépassé son angle d'attaque critique, ce qui signifie qu'elle cesse effectivement de pouvoir créer de la portance, et à la place, l'avion commencera à tomber. Un décrochage peut survenir à toute altitude. La seule chose qui détermine quand cela se produit est l'angle d'attaque, et l'angle d'attaque est l'angle entre la corde de l'aile et le flux d'air arrivant. Les deux pilotes avaient reçu une formation initiale sur la gestion d'une approche de décrochage et la récupération lors de la qualification de type il y a des années, mais n'auraient jamais ressenti un décrochage pleinement développé dans l'avion réel. Le fait que l'Airbus n'ait qu'un avertissement audio, pas d'indication visuelle de décrochage devant les pilotes ou de secousse du manche, pourrait également avoir joué un rôle dans l'explication de pourquoi l'avertissement n'a pas été réagi, car l'une des premières choses qui disparaît quand un humain est sous stress est leur audition. À l'heure 0,2.1057, l'avion a atteint son angle d'attaque de décrochage et des secousses violentes ont commencé à secouer l'avion. Ce type de secousse est d'une fréquence beaucoup plus élevée que celle de la turbulence et il se ressent très différemment. Le premier officier a désormais appliqué la poussée maximale du take-off go-around, mais à cette altitude, au-delà des performances maximales de l'avion, les moteurs ne pouvaient pas produire suffisamment de poussée pour maintenir la vitesse et encore moins accélérer. Le pilote de secours a crié de toucher le moins possible les commandes latérales, montrant une compréhension des problèmes du pilotage en loi alternative. Mais cela est tombé dans l'oreille d'un sourd car le premier officier a continué à effectuer des entrées maximales de tous côtés. Le pilote de secours a également dit « Est-ce qu'il vient ou pas ?» faisant référence au capitaine. Le premier officier a crié « Je suis en toga » indiquant qu'il avait ajouté de la poussée, pensant que cela suffirait à résoudre la situation. L'avion a encore grimpé de quelques centaines de pieds jusqu'à atteindre son altitude maximale enregistrée de 37 924 pieds, puis il a commencé à tomber vers la mer en dessous. Vous vous demandez peut-être pourquoi le copilote n'a pas simplement pris les commandes, il demandait des corrections qui ne se sont pas produites. Nous ne connaîtrons probablement jamais la réponse, mais elle réside sans doute dans la rapidité des événements. En seulement 1 minute environ, ce point a été atteint. De plus, le fait qu'il ne pouvait ni voir ni ressentir les actions que son collègue effectuait sur les manettes latérales, puisqu'elles ne sont pas connectées entre elles dans l'Airbus, rendait difficile la surveillance de ce que son collègue faisait réellement. À l'heure 02.11.07, le dernier morceau de glace à l'intérieur des tubes de pitot avait été éliminé par les éléments chauffants et l'indicateur de vitesse de réserve et de gauche a commencé à fonctionner à nouveau. La vitesse affichée était de 183 nœuds, indiquant une perte d'environ 90 nœuds de vitesse aérienne. L'avion est maintenant entré dans une descente de plus en plus rapide, avec l'alarme de décrochage sonnant en continu. Le pilote de secours a crié « Mais nous avons les moteurs, que se passe-t-il » Et ensuite, comprenez-vous ce qui se passe? Mais il n'a reçu aucune réponse. L'avion a commencé à virer vers la droite, ce qui a incité le premier officier à donner un manche à balai continu à gauche, mais avec très peu d'effet. Le premier officier a poursuivi son ordre de montée avec son manche à balai et continuerait à le faire pendant les 40 secondes suivantes. Maintenant, pour tous ceux qui ne peuvent pas croire comment il était possible pour le premier officier de réagir de cette façon, il y a quelque chose qui valent la peine d'être réfléchi. La première est que le cerveau humain ne fonctionne pas bien sous stress, et nous avons tendance à revenir à notre formation quand cela se produit. Et cela m'amène à mon deuxième point, qui est comment l'Airbus fonctionne quand il est piloté en loi normale.
Vous voyez, la meilleure performance de montée possible que vous pouvez obtenir de l'avion est obtenue en appliquant une pression arrière continue et une poussée toga. C'est ce qui est utilisé lors d'un cisaillement de vent ou d'une manœuvre d'évasion de terrain, par exemple, puisque l'avion ne permettra pas qu'il décroche. Il ne fera que piquer pour maintenir près de son angle d'attaque maximum tout en utilisant la poussée maximale, donnant ainsi la meilleure performance possible. Mais cela ne fonctionne qu'en loi normale. Si vous appliquez cette logique, les actions du premier officier surmené deviennent peut-être un peu plus compréhensibles. À 0h11 et 32 secondes, le premier officier a annoncé qu'il n'avait plus le contrôle de l'appareil, plus aucun contrôle. Le pilote de secours a répondu « commande à gauche », a appuyé sur le bouton de prise de contrôle, mais n'a jamais verbalisé formellement cette action. Il a ensuite effectué 2 brèves manipulations à gauche de ses propres commandes avant que le premier officier ne reprenne les commandes et continue avec ses propres entrées, arrière et gauche. Aucune d'entre elles ne fonctionnait. À ce stade, le taux de descente de l'avion avait augmenté à environ 10 000 pieds par minute et l'angle d'attaque était proche de 40 degrés, ce qui signifie que l'avion tombait plus qu'il ne volait. Parce qu'il maintenait un angle d'attaque incroyablement élevé, l'air frappait maintenant l'avion par le bas à un angle de 40 à 60 degrés. Cela aurait causé un bruit de vent très étrange dans le cockpit, mais aussi et surtout, l'angle avec lequel l'air frappait les tubes de pitot et les planches statiques était maintenant si extrême que la pression est devenue presque égale sur les deux. Cela signifiait que l'indication de vitesse a de nouveau disparu car l'ordinateur a interprété ces conditions comme étant complètement impossibles et peu fiables. Donc, la raison pour laquelle l'équipage s'est de nouveau retrouvé sans indication de vitesse valide n'avait plus rien à voir avec la glace à partir de ce point. C'était uniquement dû à leur situation d'avion extrême. Une fois que la vitesse est tombée en dessous de 60 nœuds, les ordinateurs de bord ont indiqué au système d'alerte de décrochage d'ignorer les volets d'angle d'attaque à l'extérieur, car une telle vitesse ne pourrait être rencontrée qu'au sol. Cela a arrêté l'alerte de décrochage dans le cockpit et quand la vitesse calculée est passée sous 30 nœuds, des drapeaux de vitesse ont remplacé l'indication de vitesse sur l'affichage du pilote. À ce moment-là, le premier officier a également révélé ce qui expliquait en partie son comportement. Il a dit « J'ai l'impression que nous avons la vitesse ». N'est pas clair sur quoi il basait ce sentiment, mais cela pourrait être simplement ses sens, associés à l'augmentation du bruit du vent de l'extérieur et peut-être les secousses qu'il ressentait. Dans tous les cas, le silence de l'alerte de décrochage a coïncidé avec le retour du capitaine dans le cockpit à 0h11 et 42 secondes. C'était environ 1 minute et demie après la déconnexion du pilote automatique et moins d'1 minute après qu'on l'a rappelé. Il a été confronté à une scène complètement irréaliste. Il n'y avait pas d'alerte de décrochage car l'avion descendait à une vitesse verticale incroyable. Ils venèrent de passer 35 000 pieds, l'altitude maintenue quand il a quitté le cockpit. L'attitude de tangage variait entre 15 degrés nez en l'air et 9 degrés nez en bas, et il pouvait voir 10 différents avertissements du moniteur électronique centralisé d'aéronef, des voyants d'alerte principaux, accompagnés de secousses sévères qui secouaient l'avion. Le capitaine a demandé « Que fais-tu » À quoi le pilote de secours a répondu désespérément « Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Le premier officier a déclaré « Nous perdons le contrôle de l'avion » et le pilote de secours a ajouté « Nous avons perdu tout contrôle de l'appareil. Nous sommes complètement perdus malgré tous nos efforts. » Le premier officier a maintenant réduit les moteurs au ralenti et compte tenu de leur position sous les ailes, cela et quelques commandes réelles de tangage vers le bas ont finalement fait piquer l'avion à environ 11 degrés sous l'horizon. Le premier officier a signalé un problème, c'est que je n'ai pas de vitesse verticale. Je n'ai plus d'affichage. Et le pilote de secours a dit, nous n'avons aucune indication valide. L'indication de la vitesse verticale pourrait indiquer une descente totale à ce stade, ou elle pourrait effectivement manquer, car l'ordinateur rendait toute valeur supérieure à 20 000 pieds par minute comme invalide, mais le fait qu'il commençait enfin à piquer du nez a fait augmenter la vitesse et l'angle d'attaque a légèrement diminué. Mais dans un cruel coup du sort, parce que la vitesse a commencé à augmenter, le système d'alerte de décrochage a de nouveau remarqué qu'il avait des indications valides et a commencé à sonner, donnant l'effet pervers d'indiquer un décrochage lorsque le nez piquait vers le bas, mais disparaissant à nouveau lorsqu'il était relevé. Cela a dû être extrêmement déroutant pour les pilotes, mais totalement en accord avec la conception du système d'avion de l'époque, car on ne pensait jamais qu'un avion pourrait même se rapprocher de ce genre de situation dans laquelle il se trouvait maintenant.
Premier officier a maintenant dit « J'ai l'impression que nous avons une vitesse folle ». Il a tenté de déployer le frein de vitesse, mais ses collègues lui ont immédiatement dit de le remettre en position de décrochage. Cela indique encore davantage que le premier officier pensait effectivement que l'avion était en survitesse et non en décrochage complet comme c'était réellement le cas. Alors que les pilotes tentaient maintenant de résoudre le problème, l'avion descendait à une vitesse de 10 000 à 15 000 pieds par minute, avec le nez oscillant entre 8 degrés vers le bas et 15 degrés vers le haut. Chaque fois qu'il piquait du nez, l'alarme de décrochage s'activait, et quand il remontait, elle se taisait. L'angle d'inclinaison variait entre 20 et 40 degrés vers la droite, et il est probable que c'était principalement l'amortisseur de lacet qui contrôlait le gouvernail, qui empêchait l'avion de partir en vrille. À l'heure 0, 2.12 et 10 secondes, la poussée a de nouveau été déplacée dans la butée de montée, et 20 secondes plus tard, l'avion a cessé de virer à droite et a commencé à osciller de gauche à droite, ce que le premier officier a continué à essayer de corriger avec son manche à balai latéral. Le copilote a demandé l'avis du capitaine. Que devons-nous faire? Mais le capitaine, qui n'avait pas été informé de la nature de la panne initiale, ni de la montée rapide au début de l'urgence, était complètement perplexe. Il a simplement répondu qu'il ne savait pas que ça descendait. Clairement, il essayait simplement de s'orienter sur ce qu'il voyait sur les différents instruments. Dans les secondes qui suivent, il y a beaucoup d'appels confus de la part des trois pilotes. Le premier officier, qui était toujours aux commandes, posait des questions du genre « Est-ce que je descends maintenant ?» Le pilote de secours a répondu « Descends ». Et le capitaine « Non, t'es en train de monter là », se référant probablement à son attitude de tangage, pas à ce que l'avion fait réellement. À un moment, le premier officier positionne le manche latéral complètement vers l'avant pendant quelques secondes. Cela provoque un tangage vers le bas et la vitesse commence à augmenter. L'alerte de décrochage revient et le premier officier confirme que les moteurs sont en toga. C'est encore une indication que c'est sa réponse habituelle à l'alerte de décrochage. Il a ensuite demandé l'altitude, qui était d'environ 21 000 pieds à ce moment-là, selon la lecture de l'altimètre. Maintenant, c'est un peu étrange, car il devrait voir son altitude devant lui, mais malheureusement, nous ne pouvons pas être sûrs si le premier officier avait des instruments valides devant lui, car l'enregistreur de données de vol ne l'a pas capturé. Des examens ultérieurs des différents modes de défaillance dans les ordinateurs semblent indiquer qu'il l'avait. Le capitaine a murmuré « C'est impossible !» montrant qu'il ne pouvait toujours pas comprendre ce qui se passait. Dans les secondes qui ont suivi, les pilotes ont poursuivi leur discussion sur l'attitude de l'avion et comment mettre les ailes à l'horizontale. La confusion est évidente et douloureuse à écouter. Le premier officier a expliqué qu'il est à la limite avec les commandes de roulis et le capitaine a ensuite suggéré qu'il pourrait utiliser un peu de gouvernail gauche pour essayer d'arrêter le virage à droite. Cela semble aider momentanément car l'avion a légèrement roulé à gauche mais a rapidement continué à virer à droite. L'avion a chuté sous les 10 000 pieds et le copilote s'est écrié « Nous y sommes ». Nous y sommes, nous passons le niveau 5. À ce stade, le pilote n'aurait probablement pas pu faire grand-chose pour sauver l'avion. Le pilote de secours a crié « Attendez-moi, j'ai les commandes ». Et puis, il a commencé à faire des entrées à gauche, mais le premier officier n'a jamais lâché son contrôle. Donc, l'avertissement d'entrée double a été entendu plusieurs fois pendant les secondes à venir. Le premier officier a crié « Pourquoi est-ce que nous continuons à descendre ?» Pendant que le pilote parlait, le copilote a demandé au capitaine de réinitialiser les ordinateurs de contrôle de vol, ce qu'il a fait tout en disant que cela ne changerait rien. Le copilote a crié « Monte, monte, monte », mais le premier officier a répondu qu'il était déjà en position maximale de nez vers le haut depuis un moment. Cette dernière remarque a probablement finalement fait comprendre au capitaine ce qui se passait et il a crié « Non, 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 ne monte pas ». Le pilote de secours a dit « Alors descends » et a poussé son manche à balai vers l'avant. Mais le premier officier tenait toujours son manche à balai en arrière, provoquant une nouvelle alerte de double entrée. Et comme les deux entrées étaient maintenant moyennées, rien ne s'est passé. Le copilote a crié « Donne-moi les commandes, à moi les commandes !» Le premier officier a répondu « Vas-y, tu as les commandes, nous sommes toujours en toga ». Le nez était maintenant abaissé de 7 degrés sous l'horizon et l'indication de vitesse est revenue avec une autre alerte de décrochage. 7 secondes après avoir donné les commandes au copilote, le premier officier a recommencé à tirer sur les commandes, déclenchant une autre alerte d'entrée double. Les leviers de poussée ont été momentanément ramenés au ralenti puis déplacés vers l'avant, probablement pour tenter de changer la situation.
Le capitaine a crié depuis le siège de saut « Attention, tu montes là-haut ». Mais il semble maintenant que le pilote de secours ait changé d'avis sur la stratégie car il a crié « Je monte, je monte ». Et malgré les avertissements répétés du capitaine, il a insisté sur la nécessité de le faire. Nous sommes à pied. La prochaine chose qui a pu être entendue sur l'enregistreur vocal du cockpit était le système d'avertissement de proximité du sol appelant « taux de descente tiré vers le haut » alors que l'avion traversait 2500 pieds. Cela a fait changer d'avis le capitaine qui a crié « Continue, tire !» alors que le premier officier ajoutait « Allons-y ! Tirez vers le haut! Tirez vers le haut! Tirez vers le haut !» Les deux pilotes ont tiré au maximum sur leur manche, faisant lever le nez de l'appareil, à piquer jusqu'à 16 degrés au-dessus de l'horizon. La vitesse à ce point était de 107 nœuds en avant, mais une égale déchirante de 107 nœuds vers le bas. À 2:14:22, le premier officier a réappuyé sur son bouton de prise de contrôle et l'a maintenu enfoncé. Cela a entravé le contrôle du copilote. L'enregistreur de voix synthétique du cockpit a crié « Priorité à droite ». Le premier officier a maintenant tiré en arrière en panique et a crié « Merde, nous allons nous écraser », suivi de « Ce n'est pas possible, et qu'est-ce qui se passe ?» Le capitaine a aboyé un ordre, 10 degrés, monter le nez, pendant que les avertissements de décrochage et système d'avertissement de proximité du sol retentissaient en arrière-plan. Le pilote de secours a maintenant essayé pour la dernière fois de piquer du nez, mais comme le premier officier tenait le bouton de prise de contrôle, ses entrées n'avaient aucun effet. Même s'il l'avait fait, il était trop tard pour agir sur la situation. À l'heure 0, 2:14:28, l'Airbus 330 s'est écrasé dans l'océan Atlantique à un angle de 45 degrés et à une vitesse verticale de 10 900 pieds par minute. Les forces subies par la structure de l'avion étaient comparables à celles d'une chute d'une personne du 46e étage d'un immeuble directement au sol. Il a immédiatement pulvérisé l'avion en milliers de morceaux et toutes les 228 personnes à bord ont été immédiatement perdues. Contact avec Complètement inconscients du sort horrifique de l'avion, les 4 centres de contrôle qui étaient censés être en contact avec le vol ont bientôt commencé à se contacter les uns les autres pour vérifier si quelqu'un avait entendu quelque chose de l'avion. Il est rapidement devenu évident qu'il n'y avait eu aucun signe du vol depuis 0h35 et que l'équipage n'avait pas pointé aux différents points de contrôle de position qu'ils auraient dû. Comme le problème de contact radio HF n'était pas rare dans cette partie de l'océan Atlantique, personne n'a prêté une attention particulière à cela pendant les premières heures. Plusieurs appels ont continué à être échangés entre les différents centres de contrôle du trafic aérien, vérifiant si quelque chose avait été entendu, et d'autres avions volant sur la même route ont été invités à essayer de contacter le vol, mais sans succès. Il en était de même pour essayer de les contacter via communication par satellite, qui est un type de téléphone satellite, ainsi que les messages du système de communication d'adresse et de rapport pour les aéronefs envoyés par Air France. 3 heures après l'accident, le vol a été enregistré pour la première fois comme manquant. Et 3 heures plus tard, le premier message d'urgence a été envoyé par Madrid en Espagne ainsi que par les centres de contrôle du trafic aérien sénégalais. Cela a déclenché l'envoi des premiers avions de recherche et de sauvetage vers le dernier emplacement connu de l'appareil. Le 2 juin 2009, 2 jours après l'accident, les premiers débris flottants ont été repérés à la surface de l'océan et 3 jours plus tard, les premiers débris et victimes ont été récupérés de la mer. C'était le début d'un effort de recherche et de sauvetage de 2 ans qui comprenait la cartographie de l'ensemble du terrain sous-marin dans la zone où l'on pensait que l'avion s'était calmé. La recherche a été divisée en plusieurs campagnes, la dernière commençant en mars 2011 et le 2 avril de cette année, l'épave a finalement été localisée sur une zone relativement plate au fond de la mer à une profondeur d'environ 12 800 pieds et à 6,5 miles de sa dernière position transmise par le système de communication d'adresse et de rapport pour les aéronefs. Cela signifiait que des milliers de pièces pouvaient être récupérées, y compris l'enregistreur de voix du cockpit et l'enregistreur de données de vol miraculeusement en bon état. Le fait que les 2 enregistreurs aient été trouvés a finalement conduit au rapport final et aux détails que je viens de vous dire. Alors, quelle conclusion le rapport final a-t-il apporté? Pourquoi cet horrible accident s'est-il réellement produit?
Eh bien, le fait est qu'aucun composant de l'avion n'a réellement échoué, mais les tubes de pitot et leurs éléments chauffants ont été temporairement submergés par des facteurs externes qui étaient probablement au-delà de ce pourquoi ils avaient été certifiés. Cela a ensuite conduit à une perte de vitesse aérienne fiable et cela a à son tour provoqué une cascade de dégradation temporaire du système d'avertissement et de déconnexion de l'autopilote qui ont fortement surpris l'équipage en fonction. On s'attendait à ce que l'équipage suive la procédure en cas de vitesse aérienne non fiable, mais ils ne l'ont pas fait. La réaction initiale de montée du pilote a mené à une situation énergétique s'aggravant constamment, découverte tardivement par le pilote en surveillance. Les corrections ultérieures étaient trop petites, ce qui a conduit l'avion à sortir de l'enveloppe de performance de vol et à entrer dans un décrochage soutenu. Ce fait n'a pas été compris par le pilote, probablement en raison d'un manque de formation, mais aussi peut-être parce qu'ils auraient pu penser que l'avertissement était erroné puisqu'il ne correspondait pas à leur modèle mental de ce qui se passait. Les pilotes n'ont jamais discuté ou verbalisé les conditions de décrochage pendant toute la séquence. L'absence d'identification du décrochage signifiait que l'équipage n'a jamais initié de contre-mesure. Cet accident a choqué l'industrie aéronautique et a mené à des recommandations de sécurité, dont une formation obligatoire pour tous les pilotes sur les techniques de prévention et de récupération des perturbations. Les effets du vol en haute altitude et les récupérations de décrochage étaient inclus. Cela a aussi mené à de nouveaux rappels pour le vol avec une vitesse de l'air peu fiable, axée sur la déconnexion des automatismes et l'ajustement immédiat de l'angle d'attaque et de la puissance pour garder l'avion en sécurité avant tout dépannage. L'enquête a aussi recommandé d'insérer une caméra dans le cockpit pour afficher les indications des instruments, ainsi que d'autres recommandations sur les sondes pitot, les boîtes noires, le système d'alerte de décrochage d'Airbus et des améliorations de recherche et de sauvetage. Plusieurs autres recommandations ont également été faites, mais les leçons les plus importantes que nous, les pilotes, devons tirer de cet accident sont que nous devons vraiment comprendre l'avion que nous pilotons. Cela implique de comprendre tous les systèmes, les conséquences de leur dégradation, et les différences de réaction de l'avion à haute et basse altitude. Et enfin, n'oubliez jamais de continuer à piloter l'avion. En cas de surprise, le tangage et la puissance assureront votre sécurité. Continuez à piloter l'avion, puis tentez de comprendre ce qui s'est vraiment produit. Tant que l'avion vole, il y aura beaucoup de temps pour résoudre les problèmes. Cette histoire était basée sur le rapport final de l'accident, mais en raison de sa complexité et des nombreux facteurs humains impliqués, j'ai utilisé plusieurs autres sources, notamment Understanding Air France 447 de Bull Palmer, essentiel pour élargir ma compréhension de l'Airbus 330. Je le recommande vivement. Regardez cette vidéo maintenant ou choisissez dans cette playlist. Envisagez de vous abonner à la chaîne si vous pensez que je l'ai mérité et si vous voulez soutenir le travail que nous faisons ici, alors envisagez de faire partie de ma super équipe Patreon ou achetez-vous des produits dérivés. Passez une journée incroyable où que vous soyez. À la prochaine. Au revoir.